C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine hauteur, il est impossible d'articuler le texte. Hein. Et ça, bon, si cette question vous intéresse, je vous renvoie aux travaux absolument passionnants de Michel Boisat, qui a écrit un ouvrage indépassable et tout à fait passionnant, qui s'appelle L'opéra ou le cri de l'ange, publié en 85 chez Métayer, voilà, où il montre effectivement cette articulation entre le cri, la jouissance et la jouissance de l'amateur d'opéra. Le rapport donc à la matérialité de la voix en tant que telle, dans l'air, dans l'aria, se libère le plus possible de l'emprise de la signification, et donc à ce moment-là, on frôle le cri. Le cri qui la plupart est évité, la plupart du temps est évité, mais lorsqu'il n'est pas évité, provoque chez l'auditeur une haine terrible. C'est-à-dire qu'on le sait très bien, si la malheureuse cantatrice rate son aigu, hein, l'aigu qui était tant attendu, eh bien, la plupart du temps, ça provoque un déchaînement, des huées, voire des tomates. Hein. Ça se fait plus beaucoup, les tomates, mais les huées, ça existe encore. Hein. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Parce que, bon, un pianiste qui va rater un trait, la plupart du temps, on ne va pas lui jeter des tomates. Un acteur qui a un trou, on est plutôt embêté pour lui, hein, mais on ne va pas le siffler. Un danseur qui se casse la gueule, c'est même très émouvant. J'avais vu une représentation à un moment de Gisèle, il y avait une magnifique danseuse russe du Bolchoï qui dansait avec une grâce mais incroyable, et puis tout d'un coup, blah, elle chute. Incroyable, c'est incroyable, on pensait qu'elle volait, et elle chute. Bon. Et bien tout le monde a fait voilà, tout le monde était terrorisé. Et par contre, si la malheureuse chanteuse rate son aigu, là on lui renvoie des sifflets. Ça c'est intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que je crois que ce qui se révèle à ce moment-là, c'est que le sublime de la voix n'est que le voile qui est jeté sur l'aurore du cri. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que l'opéra n'est là que pour viser cette dimension de la jouissance, mais on le met dans une espèce de gaine tout à fait sublime qui nous fait oublier la dimension de la voix qui est en fait le cri. Voilà. Ce qui vient illustrer au plus proche la voix comme objet petit a au sens où Lacan nous en parle, c'est pas la voix chantée, absolument pas. La voix chantée, c'est ce qui nous permet d'oublier la voix comme objet petit a. C'est ce qui permet de la pacifier. La voix, en fait, telle que Lacan en parle, c'est quelque chose d'atroce. C'est quelque chose qui hurle. La meilleure illustration qu'on pourrait donner de la voix au sens d'objet petit a tel que Lacan l'aborde, c'est le célèbre tableau de Munch, le cri. C'est-à-dire que là, ce qui est magnifique, c'est que c'est une bouche ouverte pour l'éternité. Et bien voilà, ça c'est la dimension continue, et vous vous souvenez que une caractéristique d'objet petit a, Lacan nous dit que c'est sa dimension continue. Voilà. Le cri pour la voix, et l'orbite évidée de la tête de mort pour le regard. Voilà. En gros, on pourrait dire qu'on chante pour oublier, ou on va à l'opéra pour oublier qu'on est envahi par nos voix. Pendant qu'on entend ces voix sublimes, on oublie les voix qui nous hantent comme ça, et qui nous poursuivent de leurs injonctions surmoïques, terrifiantes. Donc, et quand on va à l'opéra, on pourrait prendre d'autres dispositifs. Moi, je prends le dispositif opératif parce que c'est un dispositif qui m'intéresse, mais la voix, elle est sollicitée dans bien d'autres dispositifs. Donc, la jouissance est accompagnée, on le sait, de frissons, de larmes, d'abandon de soi, on ferme les yeux. Voilà. Donc, ce sont d'agréables souffrances et des douleurs exquises. Voilà. Et tout de suite, les oxymores baroques apparaissent. À partir de là, on comprend pourquoi effectivement les femmes meurent tant à l'opéra et pourquoi leur mort est si délicieusement bruyante. En effet, pour une Mélisande ou une Mimi qui s'éteignent en silence, c'est à mon sens les deux seuls cas, je veux dire bon, Mimi, et l'autre il s'aperçoit, Mimi, il s'aperçoit qu'elle est morte, elle n'a rien dit. Et même chose pour Mélisande, toutes les autres, et moi je pourrais citer Violetta, Didon, Eurydice,
Ariane, Juliette, Mireille, Desdémone, Gilda, Isolde, Loulou, Marie. Elle meurt à plein poumon et ça dure un bon bout de temps. Hein. Voilà. Ben, effectivement, bon, il faut qu'on ait le temps de jouir quand même. Donc ça dure souvent une quinzaine, une vingtaine de minutes. Donc elle meurt parce que dans la situation d'agonie, dans leur expression vocale, ben, quelque chose de ce point du hors-sens est visé. Non pas atteint, mais visé. C'est-à-dire que quand ça atteint, ce point de hors-sens, c'est le cri, et là, effectivement, c'est l'horreur. Donc, en gros, il faut qu'on travaille justement, que les compositeurs travaillent ces espaces où on s'approche, mais on tient la distance par rapport à cet objet qu'est la chose. Et ça, c'est tout à fait intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'aria à l'opéra vise à la fois à convoquer et à révoquer la chose dans le même mouvement, c'est-à-dire qu'on s'approche de cette dimension du cri et en même temps on l'évite. Donc c'est ces jeux que décrit Lacan dans le séminaire 7 sur la sublimation, dans ce jeu par rapport à cet objet primordial qu'est la chose, donc entre évocation et révocation. Alors cette association de la voix féminine et de la jouissance hors la loi, c'est clair si on se rappelle que si la féminité, comme l'avance Rivière, est une mascarade, vous savez, ça c'est une thèse d'une psychanalyste femme, heureusement d'ailleurs, sinon on aurait pensé que c'était encore un propos machiste, mais c'est Joanne Rivière qui dit que la féminité est une mascarade. Donc si on dit que donc, la féminité est une mascarade, quand on arrache le masque, eh bien, je fais l'hypothèse qu'on tombe sur la figure du père primitif. Donc, en gros, l'opéra, ce serait une façon de commémorer cet acte primordial dans lequel la société est née. En gros, ça c'est la thèse freudienne. Freud dit, le théâtre, c'est dans Totem et Tabou, le théâtre, c'est une façon de rejouer le meurtre primordial du père. Eh bien, je fais un pas avec Freud, et je dis, l'opéra, c'est une façon de commémorer le meurtre du père et le râle du meurtre du père. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le père, il a dû un petit peu se débattre au moment où il s'est fait tuer, et que ça a dû un petit peu faire du bruit. Voilà. Eh bien, la voix de la cantatrice, c'est effectivement cet écho assourdi et sublimé de ce cri primordial du père. Et là, vous voyez comment j'avance mes pions, moi aussi. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Donc, le cri de jouissance du père de la horde. Je vais retrouver le cri de jouissance de la mère. Hein. Et donc, on voit là comment l'opéra serait une façon pour Herbert de venir traiter ce rapport à ce charivari, à ce cri qui avait créé le symptôme chez lui. Alors, ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est comment, à l'opéra, le regard et la voix sont articulés. Ces deux objets, qui sont des objets essentiels, puisque vous vous souvenez que Lacan les a quand même extraits de la liste des objets pulsionnels pour en faire les objets du désir. Vous vous souvenez, il y a les objets de la demande, que sont le sein et les fesses, et puis les objets du désir, qui sont le regard et la voix. Et qui sont aussi, souvenez-vous-en, les objets du délire. Le regard et la voix, c'est ce qui sont aussi concernés dans la production délirante. Alors, ce qui est tout à fait fascinant à l'opéra, c'est qu'il y a une intrication tout à fait complexe entre la voix et le regard. La scène de l'opéra est bien évidemment le lieu où la voix devrait être reine. Et d'ailleurs, parfois, on peut se contenter de représentations appelées version concert, sans mise en scène. C'est toujours un peu décevant quand même. Bon. Ce qui montre bien que la dimension scopique est aussi engagée là-dedans, et le spectateur, vous entendez dans spectateur, la dimension spectarée de regarder. Alors, il y a un roman de Jules Verne que j'adore, qui est un petit chef-d'œuvre, qui s'appelle Le Château des Carpates. Je ne sais pas si vous avez lu Le Château des Carpates, mais bon, c'est absolument sublime, qui raconte en fait l'histoire d'une cantatrice. Et c'est une cantatrice qui est admirée par un baron qui s'appelle le baron de Gortz. Et cet homme, en fait, poursuit cette cantatrice de salle d'opéra en salle d'opéra pour aller l'écouter. Il adore sa voix.
Et voici ce que dit Verne, qui a une préscience clinique tout à fait fascinante, sur l'articulation entre la voix et le regard. C'est-à-dire comment on peut dévorer du regard. C'est une expression qui est bien connue. Et voici ce qu'il dit. Ce spectateur aux allures mystérieuses, toujours là, quoique invisible derrière la grille de sa loge, avait fini par provoquer chez la Stilla, c'est le nom de la cantatrice, une émotion nerveuse et persistante dont elle ne pouvait plus se défendre. Elle sent le regard du baron Gortz qui pèse sur elle, et ça a des effets sur sa voix. Ça, c'est tout à fait intéressant, l'articulation, effectivement, entre le regard et la voix. Le trac, qui noue la gorge de l'acteur, du chanteur ou de l'orateur, est à mettre en rapport avec les effets du regard de l'autre sur la voix. Effectivement. C'est-à-dire que parler devant une assemblée, c'est oublier, effectivement, qu'on est regardé pour pouvoir donner de la voix. Et ce que fait la chanteuse, la plupart du temps, quand ça marche, c'est qu'elle donne de la voix, et à ce moment-là, ça fait plier le regard du spectateur. Vous savez très bien que dans les moments les plus intenses, on ferme les yeux pour être tout à l'émotion de ce que l'on entend. Donc là, on voit bien effectivement cette articulation difficile entre le regard et la voix, le regard pouvant effectivement faire taire la voix, et c'est ce qui va se passer dans le cas de la Stilla, puisqu'à un moment, elle va renoncer à sa carrière, parce que ce regard qui pèse sur elle devient insupportable, et le baron de Gortz va refuser cette décision, et le dernier soir où elle se produit, il va, avec un acolyte, créer un appareil qui va capter l'image et la voix de la Stilla. Elle en mourra, bien sûr, et lui, comme ça, il pourra jouir éternellement de ses derniers instants vocaux. Voilà. C'est tout à fait fascinant parce qu'il y a bien sûr une préfiguration de ce que sera l'hologramme, de ce que sera la reproduction vocale, etc. etc. Oui, alors c'est un petit peu moins fun que ce que nous avons connu ces dernières semaines, où il y avait 5-6 hologrammes à travers le monde, mais quand même, on peut dire que Verne pressent cette articulation-là entre le regard et la voix. En principe, donc, le rapport de force entre le regard du spectateur et la voix de la chanteuse tourne à l'avantage de l'artiste. Mais des fois, c'est pas le cas. Et pour que ça puisse tourner à l'avantage de l'artiste, ou de l'orateur, ou du comédien, il faut effectivement qu'il oublie que le regard de l'autre pèse sur lui, pour pouvoir effectivement donner de la voix. Alors, on pourrait dire que la diva, dans le jeu de la mort, tue le regard de l'autre pour atteindre son oreille en se faisant pure voix. Et ce que ne réussit pas à faire la Stilla, c'est que le regard avide et la dimension dévoratrice orale de l'écoute du baron de Gortz vont la faire taire à jamais. Et là, ce qui est tout à fait intéressant, je n'ai pas le temps de le développer, mais c'est une question qui m'excite beaucoup actuellement, c'est l'articulation entre l'oralité et l'oralité qu'on pourrait écrire A-U-R-A-L-I-T-E. Oralité qui renverrait bien sûr à l'auriculaire. C'est-à-dire qu'il y aurait une façon de dévorer par l'oreille aussi. Donc, et ça articulerait, à mon sens, de façon tout à fait intéressante, ce qui serait de la pulsion orale, de la pulsion qui passe par l'oreille. Voilà. Mais bon, ça c'est quelque chose d'assez complexe, parce que Lacan a pensé l'articulation entre la pulsion orale et la pulsion scopique, entre la pulsion anale et la pulsion invocante, puisque vous vous souvenez, c'est la demande à l'autre et le désir à l'autre, et la demande de l'autre et le désir de l'autre, mais il n'a pas pensé l'articulation entre la pulsion orale et la pulsion invocante, alors qu'à mon sens, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Alors, la mise en scène d'opéra va solliciter de façon singulière l'articulation de la voix et du regard. Il serait sans doute trop simplificateur de croire que la seule écoute du petit Hans par le couple constitué par Max Graf, le père réel, et Freud, le père imaginaire,
a permis à Herbert d'inventer une solution si spécifique qui, en alliant le voix et le regard, inventait une nouvelle pratique artistique en réinventant un nouveau type de rapport à ces objets pulsionnels, la voix et le regard, qui avaient été mis au centre du dispositif phobique. Pourtant, une fois encore, nous sommes conduits à repérer que c'est précisément le traitement de ces éléments qui, au-delà de la cure, continue à faire énigme, qui sera repris et mis en œuvre au cours de la pratique artistique. Alors, pour terminer, j'aimerais vous montrer comment on peut repérer le tressage de la voix et du regard dans la psychanalyse, dans la critique et dans la mise en scène. Ce sont les trois positions qui seraient la position de Freud, la position de Max Graf, le père, et la position d'Herbert Graf, le fils. Alors, pour Freud, on pourrait dire qu'il invente la psychanalyse en rendant public le théâtre privé de l'hystérique. Les études sur l'hystérie, 1895. Théâtre qu'il va détacher du seul regard en abandonnant sa position de maître hypnotiseur pour accepter de se laisser renseigner par le savoir du patient qui trouve à s'ordonner dans la dimension de la parole et de la voix. Donc, il se dégage de la dimension scopique pour pouvoir accéder à cette dimension de la parole. La dimension musicale, quant à elle, est en retrait. Néanmoins, la présence à ses côtés de grands musicologues viennois que sont Graf et Bach permettent à elle seule de relativiser ce qu'on a pris l'habitude d'appeler maintenant l'inintérêt de Freud pour la musique. Je crois que c'est plus une ambivalence de Freud pour la musique qu'un inintérêt. Enfin, Freud était capable de chanter tout Don Giovanni. Bon, quand on ne s'intéresse pas à la musique, voilà. Et puis il y a des lettres aussi où il dit « Ah putain, il y a un patient qui vient pas ce soir, super, je vais aller voir Don Giovanni à l'opéra. » Bon voilà. Donc, il était quand même, à mon avis, au moins aussi musicien que la plupart d'entre nous. Donc pour Max Graf, donc le père du petit Hans, la musique est première. Et la psychanalyse est abordée dans sa possibilité de rendre compte du complexe procès de la création. C'est ça qui l'intéresse en fait, le père du petit Hans. Et les questions traitées par Max Graf à l'occasion des soirées de la Société psychologique du mercredi articulent éthique et esthétique. Ça aussi c'est tout à fait passionnant. Je vous engage à aller lire ces volumes qui sont sortis, qui s'appellent Les premiers psychanalystes, où il y a les comptes rendus en fait, des rencontres des mercredis. Et on y trouve là les quelques interventions que Max Graf a pu faire à l'occasion de ces soirées. Et il a aussi une expression absolument sublime, encore une fois. C'est-à-dire que Sadger, qui est un des premiers psychanalystes à entourer Freud, était une espèce de spécialiste de ce qu'on appelait la pathographie. Alors, pathographie, c'est quoi? C'est-à-dire c'est une lecture de l'œuvre à partir de la vie de l'auteur. Donc, en gros, on dit « Ah ben voilà, il fait ça parce que... » Et donc, Max Graf trouvait que Sadger utilisait cette méthode avec un manque de tact absolument terrible, et il le traite de bousilleur d'âme. C'est génial, hein, bousilleur d'âme. Donc effectivement, les psychanalystes ne doivent pas être des bousilleurs d'âme, c'est-à-dire qu'effectivement, il vaut mieux pas, mais c'est ce que parfois ils peuvent être, lorsque effectivement l'interprétation se fait violente, lorsque l'interprétation se fait effectivement unicausale, etc., etc. Donc Max Graf, il va écrire un livre qui a été publié en français et qui est tout à fait intéressant, qui s'appelle « L'atelier intérieur du musicien », et qui est un des seuls essais, à ma connaissance, qui vise à essayer de comprendre quel est le processus psychique lié à la création musicale. Voilà. Donc c'est un bouquin tout à fait passionnant. Et il y a un autre essai aussi qui est tout à fait intéressant, qui sera Wagner dans le Hollandais volant. Donc il travaille sur l'opéra de Richard Wagner, le vaisseau fantôme. Et le texte est publié dans la collection qui sera inaugurée par Freud avec Gradiva. Donc ces essais de ce qu'on va appeler ensuite, de façon un peu maladroite, psychanalyse appliquée. Donc ça c'est la position, on pourrait dire, de Max Graf.
Et la position d'Herbert, donc le petit Hans, lui, il aura commencé par l'analyse. Sa mère, je vous rappelle, est une ancienne patiente de Freud et son père est un de ses premiers collaborateurs. Et Herbert expérimente lui-même la méthode psychanalytique à l'occasion de son épisode phobique, à partir duquel on va voir apparaître son intérêt pour la mise en scène d'opéra. Donc on voit que les dimensions du théâtre, de la musique, du regard, de la voix font ici irruption, et ce, non pas dans une dimension d'effraction traumatique, comme cela avait pu être le cas d'un épisode phobique, mais sous une forme sublimatoire. Alors pour continuer à avancer, et pour terminer, on pourrait se poser la question suivante, qu'est-ce que mettre en scène ? Qu'est-ce que c'est que mettre en scène ? Et particulièrement, qu'est-ce que c'est que mettre en scène un opéra ? Eh bien, je soutiens qu'une mise en scène d'opéra, en tout cas une mise en scène, qu'elle soit d'opéra ou de théâtre, est une interprétation au plus près de ce que la psychanalyse nous enseigne. Une interprétation, c'est le contraire d'une lecture. Elle n'ajoute pas, elle retranche, elle ne surcharge pas, elle coupe, elle ne badigeonne pas, elle ne recouvre pas, mais elle scande et ponctue. Et nous retrouvons ici la différence que Freud faisait entre hypnose et psychanalyse dans un texte de 1904 qui s'appelle, un petit texte magnifique, sur la psychothérapie. Voici ce que nous dit Freud en 1904. Le plus grand contraste existe entre la méthode analytique et la méthode par suggestion. Le même contraste que celui formulé par le grand Léonard de Vinci relativement aux beaux-arts. Per via di pore e per via di levare. La peinture, dit-il, travaille per via di pore, car elle applique une substance, des parcelles de couleurs sur une toile blanche. La sculpture, elle, procède per via di levare, en enlevant de la pierre brute tout ce qui recouvre la surface de la statue qu'elle contient. La méthode analytique ne cherche ni à ajouter, ni à introduire un élément nouveau, mais au contraire à enlever. Ça, c'est du Lacan. Hein, voilà. Je pense qu'effectivement, on est là sur une ligne de démarcation tout à fait essentielle entre ce qui va relever de toutes les pratiques psychothérapiques, qui vont viser effectivement à ajouter du sens, à ajouter du... Enfin voilà, et tout ce qui relève de la psychanalyse, qui, elle, vise effectivement à enlever. Voilà. Nous pourrions retrouver ici l'opposition entre la mise en scène comme lecture, Mesguich étant par exemple le roi de la mise en scène comme lecture, il a une idée qui va l'imposer sur toute la pièce, où on ajoute ce qui a été compris de l'œuvre, et la mise en scène devient alors le résultat de ce que l'on a lu, de ce que l'on a compris, etc., etc. Et puis la mise en scène comme interprétation, où ce qui est interrogé est la relation d'inconnu. Cette question de la lecture et de l'interprétation se rencontre dans toute mise en scène. Et quelle est alors la spécificité du dispositif opératique tel que Herbert Graf l'a posé ? Michel Schneider, un collègue psychanalyste que vous connaissez sans doute, il a écrit des ouvrages à la fois sur la musique, mais il a écrit un très beau roman qui s'appelle Dernière séance, qui concerne donc la cure de Marilyn Monroe, où il fait l'hypothèse que ce qui a tué Marilyn Monroe, c'est la psychanalyse. Je trouve ça magnifique comme hypothèse. Donc lisez le bouquin de Michel Schneider, Dernière séance, c'est tout à fait intéressant. Donc Michel Schneider, dans un ouvrage sur l'opéra, dit la chose suivante. L'opéra, dit-il, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je le cite, après je dirai pourquoi je ne suis pas d'accord. L'opéra est la musique des gens qui n'aiment pas la musique. La musique de ceux qui préfèrent parler du décor, des costumes, des éclairages, louant une bonne mise en scène quand ils voient de beaux décors ou de beaux costumes. Peu comprennent que l'essentiel dans une mise en scène d'opéra est la mise en jeu de chanteurs, c'est-à-dire la musique autrement dite. Alors là, je suis d'accord avec lui à la fin, mais je ne suis pas d'accord, bien sûr, avec le début. Cette critique, à mon sens, bien sûr, ne s'applique qu'aux mauvaises mises en scène, où rien ne se dit, sous prétexte que le tout de la représentation réside dans la performance vocale. On voit alors une élaboration scénique et se contente de prendre le champ des significations convenues comme référent du texte du livret, ce qui conduit à la construction d'un espace spéculaire, inconsistant et insignifiant. Le spectacle lyrique repose alors sur la présence de la voix et non sur ses effets de coupure.
La voix n'est plus le médium d'une œuvre ni l'oblique de la fable. Elle est idéalisée, voire fétichisée, inscrivant non pas le lieu d'une absence, mais celui d'une présence fallacieuse que je vous engage à écrire avec PH, bien sûr, pour entendre la dimension phallique que la voix peut prendre par moment. C'est ce que fait le baron de Gortz. Bien sûr que pour lui, la voix, c'est l'objet qu'il faut absolument posséder. Mais la plupart d'entre nous, amateurs d'opéra, nous ne sommes pas les barons de Gortz, et nous sommes capables effectivement de nous confronter à cette absence de l'objet, et c'est ça que nous allons tester, expérimenter, soirée après soirée, lorsque nous allons à l'opéra. Le spectacle, le public assujetti à la voix, se constitue alors pour Schneider non seulement dans la compréhension de ce qui se dit, mais au-delà qu'un dire puisse advenir. La mise en scène d'opéra ne saurait être autre que musicale, et ça je suis d'accord avec lui. Et donc vocale, mais seulement ce qu'elle est la réponse inconsciente déployée par le metteur en scène dans le temps et l'espace du message reçu de l'œuvre. Et ça, c'est mon hypothèse. C'est-à-dire que je fais l'hypothèse que l'artiste, le metteur en scène, je parle du metteur en scène là, c'est celui qui, récepteur du message que lui envoie l'œuvre, est capable de se transformer en émetteur, c'est-à-dire de répondre de ce qu'il a entendu de l'œuvre pour la rendre entendable par l'autre. Voilà. Donc vous voyez, on pourrait dire qu'à ce moment-là, il crée une espèce d'inscription dans le circuit de la pulsion invocante. C'est-à-dire qu'il est entendu par l'œuvre, et ça je trouve c'est intéressant. C'est-à-dire c'est pas lui qui entend l'œuvre, mais il est entendu par l'œuvre, il est entendu par la musique, et il se met ensuite à parler l'œuvre d'une certaine manière pour la rendre entendable à celui qui va venir le voir. Donc, on pourrait dire qu'en prenant la parole après avoir entendu l'appel de l'œuvre, après être entré en résonance avec elle, le metteur en scène témoigne de ce que cela lui dit, mais pas comme cela lui chante, bien sûr. Donc, mettre en scène l'opéra revient à mettre en scène non des mots, mais des voix. D'ailleurs, ce travail met en perspective la voix où l'expressivité du chant tente d'approcher ce que la parole n'a pu saisir. La représentation d'opéra réalise dès lors le nouage du réel, introduit par la présentification de l'objet voix, mais aussi du regard, de l'imaginaire, qui correspond à la lecture induite par les costumes, les décors, les codes, le jeu, et du symbolique, qui est la coupure créée par l'interprétation. Donc, le nouage de ces trois registres. Ce nouage permet à l'œuvre de ne pas se trouver aplati, que ce soit au niveau des effets de signification du livret, des effets vocaux ou des tableaux proposés, car à l'inverse, ce nouage constitue un tissage des trois dans lequel l'intervention du metteur en scène tend à s'effacer. Je vous le rappelle, donc Herbert Graff, le metteur en scène, se disait un homme invisible, comme il l'annonçait déjà dans le titre de ses mémoires. Un homme qui serait soluble dans le spectacle. Cette invisibilité tendrait jusqu'à l'anonymat, permettant d'aboutir à ce que l'interprétation de l'œuvre ne tienne plus, durant le temps de la représentation, au nom des auteurs, des chanteurs ou des effets de voix. À ce titre, on pourrait dire que l'œuvre laisse toute la place à l'inouï. C'est-à-dire qu'une mise en scène, c'est ce qui effectivement va nous permettre d'entendre ce que nous n'avons jamais entendu et de voir ce que nous n'avons jamais vu dans l'œuvre. C'est ça qui nous émerveille dans des grandes mises en scène. Bon, j'ai revu il y a 2 ans très très belle mise en scène de Carsen du Songe d'une d'été. Bon, je me souviens, je l'avais vu il y a 20 ans au moment de la création à Aix. Je veux dire, bon, les gens étaient émerveillés parce que Carsen nous faisait voir et nous faisait entendre le songe comme on ne l'avait jamais pensé. Alors une fois encore, nous retrouvons ici un phénomène auquel la pratique analytique nous confronte. L'interprétation permet l'existence du sujet, mais c'est seulement en disparaissant que le psychanalyste permettra qu'advienne une consistance fondée sur autre chose que la complétude. À partir de là, Herbert Graff a conçu son art comme un artisanat transmissible qui n'était donc pas destiné à assurer la seule consistance de son nom. L'ouvrage de son père, concernant l'esthétique musicale psychanalytique, s'intitulait déjà « L'atelier intérieur du musicien ». Cette question de la transmission n'est pas étrangère à l'histoire d'Herbert Graff. En effet, c'est en 1910, comme je vous le disais déjà précédemment,
que Max Graf se détachera du groupe des proches de Freud dont il jugeait le fonctionnement par trop ecclésiastique, au moment même où se constituait, à l'occasion du colloque de Nuremberg, l'Internationale Association Psychanalytique, dont l'objet d'étude portait justement sur les questions de transmission de la doctrine, c'est le terme qui est utilisé à ce moment-là. La dimension artistique de la psychanalyse, l'art de la psychanalyse, sembla dès lors devoir laisser la place à une transmission ad integrum. Or, l'artiste est celui qui est guidé par un transfert sur un réel innommable. L'écart entre la symbolisation analytique et la sublimation tient à ce que l'artiste produit un nouage où la question du sens, sans être absente, n'en est pas moins reléguée au second plan, car c'est un transfert sur l'impossible qui s'y impose. Le petit Herbert est alors celui qui, de récepteur du modèle freudien et du désir paternel, devient émetteur et créateur d'une forme articulant l'invisible, que fouille le regard, l'inouï, que convoque la voix, et l'immatériel des corps mis en jeu. En fait, nous découvrons avec Herbert Graf que la mise en scène d'opéra n'est en rien la gesticulation insignifiante de sublime gosier, mais l'écriture, à partir de l'ombilique que constitue la voix, d'une dramaturgie de voilement-dévoilement de la voix de l'interprète, articulée à un voilement-dévoilement du regard du spectateur. C'est cette articulation-là qui fonctionne. Voilement et dévoilement du regard et de la voix, qui, sur un mode traumatique, avait été au cœur même de l'épisode phobique, comme je l'ai montré précédemment. Juste 30 secondes pour vous citer encore une phrase de Herbert Graf qui me paraît tout à fait éclairante. En réalité, on pourrait dire qu'une mise en scène est un aveu. L'aveu, non de ce que l'on savait déjà, qui est la position du maître, position que parfois Freud a pu occuper, ou de ce que l'on pense, de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a entendu, ça c'est la position du critique, hein, que Max Graf occupait à Vienne, mais aveu de la façon dont on pense après avoir vu et entendu. Comment une œuvre nous a transformés. Ce qui revient à avouer que non seulement il y a eu transformation de récepteur en producteur, mais qu'en outre, cette production a pu devenir signifiante et donc source de production pour l'autre. Pour illustrer ce changement de position dans le champ de la pulsion invocante, nous emprunterons un dernier exemple donc, tiré de l'interview d'Herbert Graf. Voici ce que dit Herbert Graf. Faisons répéter Vinay, qui était un grand chanteur qui chantait le rôle d'Othello, donc faisant répéter dans le dernier acte d'Othello, Toscanini, chef d'orchestre immensément connu, arrivé un jour au moment où le ténor contemple Desdémone assassinée, qu'il vient de tuer. Et soudain, Toscanini éclate en criant « Ne chantez pas !» Puis, d'une voix brisée et tremblante, il se mit à chanter la phrase lui-même « Et tout comme essaye pâlir ». La portée de ces mots, nous dit Herbert Graf, fut transmise de façon si renversante, si émouvante, que Vinay eut beaucoup de difficultés à égaler l'exemple du maestro. Les plus grands chanteurs d'opéra ont eu ceci en commun. Lehmann, Flagstadt, Melchior, Callas, l'aptitude de chanter de façon signifiante, même s'ils n'étaient pas pleinement convaincants comme acteurs au sens conventionnel. Herbert Graf pointe ici, avec beaucoup de finesse, l'effet de vérité qui peut nous arriver depuis une manifestation du réel dans un acte de création. Manifestation qui se révèle non traumatique, suturante ou effractive, mais ouvrant sur un inouï. Le devenir metteur en scène du petit Hans nous enseigne in fine comment, au-delà, mais sans doute également en partie grâce à elle, comment au-delà de l'écoute analytique d'un enfant qui lui aura permis de pouvoir se séparer de ses constructions symptomatiques, peut subsister des restes énigmatiques de son analyse, dont il pourra s'emparer pour les mettre à l'œuvre, au-delà de la suture symptomatique, la possibilité d'une ouverture sublimatoire. Je vous remercie.